Bonjour, je m'appelle Warinet. La veille de Noël, mes parents ont ouvert la lourde porte d'entrée de notre manoir à Hillsborough et ont jeté ma seule valise sur les marches de marbre gelé. Ma petite sœur, Tara, se tenait juste derrière eux, les bras croisés, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant, grande sœur, lança-t-elle. J'ai traîné cette valise à travers un brouillard glacé et épais. Pas d'argent, pas de voiture, plus rien, à part ce long manteau en cachemire qui me maintenait en vie. Je me suis effondré sur un banc du parc légèrement couvert de neige à l'intérieur de notre quartier sécurisé, grelottant tellement fort que mes dents s'entrechoquaient sans répit. C'est alors qu'elle est apparue, une vieille femme, pieds nus, la peau virant au violet, ses cheveux argentés fouettés par le vent, comme si le froid l'avait déjà emporté. Sans réfléchir, je me suis levé, j'ai retiré mon seul vêtement chaud et je l'ai posé sur ses épaules tremblantes. Elle a saisi mes mains glacées, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré, une bonté comme la tienne est plus rare que les diamants. Puis elle s'est éloignée et a disparu dans le brouillard. Exactement 1 heure plus tard, 19 berlines de luxe noires ont glissé sans bruit et ont bloqué toute la rue. La même femme est descendue de la voiture du milieu. Même visage, mais elle portait désormais un manteau long couleur chameau, ses cheveux relevés avec élégance, des diamants scintillant à son poignet. Elle s'est avancée vers moi, a souri et n'a dit qu'une seule phrase, « Je t'observe depuis assez longtemps pour savoir exactement qui tu es. Si tu as déjà été rejeté par ceux qui sont censés t'aimer le plus, écris, déjà vécu, ou depuis quelle ville tu regardes, pour que je sache que je ne suis pas seul. Crois-moi, continue à regarder, la suite va te couper le souffle. » Cet après-midi-là, j'étais encore sous le choc du mail de licenciement arrivé à 10 heures. Encore une vague de restructuration dans l'agence de pub de San Francisco à laquelle j'avais donné 6 ans. J'ai posé ma plante de bureau sur le siège passager de ma Honda Civic de 12 ans et j'ai pris la 101 direction le sud vers Hillsborough. 32 miles, 47 minutes si la circulation était clémente. Elle ne l'était pas. J'avais déjà appelé maman depuis le parking, j'ai juste besoin de squatter quelques semaines, le temps de me retourner. Elle avait l'air distraite, m'a dit que le dîner était à 19 heures puis a raccroché. Quand j'ai passé les grilles, la maison ressemblait à une couverture de magazine. Un sapin de 4 mètres dans le hall à 2 étages, des orchidées blanches partout, les traiteurs en smoking dressant une table pour 20 convives. Papa, Richard, débouchait un Dom Pérignon 2005 comme si c'était un mardi. Maman, Margaret, attachait un nouveau collier de perles des mers du Sud qui n'existait clairement pas le mois dernier. Et Tara, ma sœur de 27 ans, tournoyait dans une robe rouge d'ONU en exhibant un diamant taille radiante de 6 carats à son annulaire gauche comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Derek, mon ex de 4 ans, se tenait derrière elle, sa main autour de sa taille. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte et tenté un sourire, « Salut tout le monde. Mauvaise journée au travail. » C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Tara s'est retournée, les yeux écarquillés dans une fausse inquiétude, « Oh mon Dieu, encore » s'est-elle exclamée assez fort pour que les traiteurs entendent. 3e boulot en 4 ans, 1. Elle s'est tournée vers maman. Tu te souviens quand elle s'est fait virer à Soma pour ne pas être assez l'esprit d'équipe? Les lèvres de maman se sont pincées. Papa n'a même pas levé les yeux de sa coupe. Je sentais mes joues brûler. C'était une réduction d'effectifs. Ils ont viré toute l'équipe créative. Tara a agité sa bague vers moi, Derek vient tout juste de clôturer sa série A, 28 millions de valorisation prémonie. Les investisseurs l'adorent. Derek m'a lancé ce même sourire suffisant qu'il avait arboré quand il m'avait largué 2 ans plus tôt avec un « Ce n'est pas toi, c'est le timing ». Papa a finalement posé sa coupe, « Miran, il faut qu'on parle ». Il ne m'a pas proposé de m'asseoir. Jamais il ne le faisait quand les nouvelles étaient mauvaises. Il m'a annoncé qu'il avait modifié le trust familial le mois dernier, les 38 millions de capital étaient désormais uniquement au nom de Tara. Irrévocable. Signé, notarié, déposé chez l'avocat à Palo Alto. Selon lui, à 32 ans, j'étais capable et il était temps de m'assumer seul. Maman a ajouté, on ne peut pas continuer à financer un train de vie qui ne produit aucun résultat, comme si mon salaire avait un jour payé leurs orchidées ou les Birkin de Tara. Je suis resté là, la bouche ouverte, tentant de comprendre que mes propres parents venaient de me déshériter légalement alors que j'étais encore dans leur hall d'entrée. Tara a sorti son téléphone et a commencé à filmer, c'est de l'or, a-t-elle ri. Grande sœur rentre fauchée pour Noël. Dis quelque chose pour mes abonnés. J'ai regardé papa, tu es sérieux. Il a croisé enfin mon regard. Froid.
Définitif, tu as 20 minutes pour prendre ce dont tu as besoin. La sécurité te laissera revenir demain pour le reste si tu prends rendez-vous. Maman n'a même pas levé les yeux, elle s'acharnait à ajuster une décoration dorée sur le sapin. Je suis monté à l'étage en pilote automatique. Ma chambre d'enfance avait encore mes photos d'équipe de natation au mur. J'ai jeté un jean, 2 pulls, mon ordinateur portable et des affaires de toilette dans mon vieux sac Vuitton que Tara n'avait pas encore volé. Tout le reste, livres, albums, mon diplôme de Stanford encadré. Ça attendrait. Quand je suis redescendu, Tara était en direct sur Instagram, commentant la scène comme un documentaire animalier, et voici la fille prodigue avec sa triste valise. Des paris sur combien de temps avant qu'elle ne dorme dans sa Civic? Papa a ouvert la porte d'entrée lui-même. Le brouillard était devenu épais, je ne distinguais plus la fin de l'allée. La température chutait déjà sous 0. J'ai franchi le seuil. Derrière moi, Tara a lancé, douce mais venimeuse. Joyeux Noël, Miran. Ne gèle pas. La porte s'est refermée dans un clic doux et coûteux. L'alarme a bipé 2 fois. Et voilà. En moins de 30 minutes, j'étais passé de fille à intruse dans la seule maison que j'avais jamais connue. Je suis resté sur les marches de marbre dans le noir, ma valise à mes pieds, portant la seule chose chaude qui me restait, ce long manteau en cachemire. Dès que cette porte lourde s'est refermée derrière moi, tout est devenu silencieux, sauf le sang martelant dans mes oreilles. Je suis resté dans la rue déserte à essayer de respirer, mais l'air était comme des lames. Dans ma tête, la voix plate de papa tournait en boucle, 38 millions envolés en une signature. Et maman incapable de me regarder. J'avais 32 ans, et en une conversation, j'étais devenue étrangère à la seule famille que j'avais. J'ai commencé à marcher, parce que rester immobile semblait pire. Les roues de la valise cliquetaient sur le bitume impeccable, seul bruit à des kilomètres. Chaque manoir que je dépassais brillait de fenêtres dorées, de rires, de sapins étincelants derrière des grilles. Chacun me rappelait que je n'appartenais plus nulle part. Mes doigts étaient déjà engourdis. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas réel, que maman allait ouvrir la porte, dire que c'était une mauvaise blague. Mais l'alarme restait activée. Aucun pas, rien. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, 20 minutes, peut-être 1 heure, jusqu'à me retrouver dans le petit jardin public près de l'ancienne église épiscopale. Il y avait un seul banc en fer sous un lampadaire encore en état. Je me suis laissé tomber, et lâché la poignée de la valise et enfin, j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré la petite fille qui se cachait autrefois sous le sapin en attendant le Père Noël. J'ai pleuré chaque anniversaire où Tara recevait le plus gros cadeau et où on me disait de me montrer reconnaissante. J'ai pleuré parce que j'avais toujours cru que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais davantage, il finirait par me voir. En réalité, rien de tout cela n'avait d'importance, je n'étais pas jeté parce que j'avais échoué, mais parce que je n'étais pas Tara. Mes larmes gelaient sur mes joues. J'ai enroulé mes bras autour de mes genoux, me demandant comment j'allais survivre à cette nuit, et encore moins au reste de ma vie. C'est alors que j'ai entendu le frottement lent de pieds nus sur le béton. J'ai levé les yeux et je l'ai vue, une femme âgée qui avançait vers le banc, ses cheveux argentés en bataille, ses frêles épaules courbées sous le vent, sa peau si pâle qu'elle semblait translucide sous la lumière. Elle s'est arrêtée à quelques pas, chancelante, et a parlé d'une voix éraillée par le froid. « Mademoiselle, savez-vous si un foyer a encore de la place cette nuit? Je viens de Burlingame à pied, tout est complet. » J'ai essuyé mon visage à la hâte, je suis désolé. Moi non plus, je n'ai nulle part où aller. Elle m'a longuement observé, ses yeux vifs malgré l'épuisement, puis elle s'est assise à côté, en gardant une distance prudente. Nous sommes restés silencieuses pendant que sa respiration se calmait. J'ai remarqué que ses pieds nus étaient déjà marbrés de violet, tirant vers ce blanc inquiétant qui signifie que les dégâts sont profonds. Quelque chose en moi s'est fissuré. Elle avait encore moins que moi ce soir, et pourtant elle demandait poliment au lieu d'exiger. J'ai eu honte de ma propre pitié. Sans un mot, je me suis levé, j'ai retiré la seule chose qui me protégeait du froid et je l'ai déposée sur ses épaules. Elle a sursauté, puis fermé les yeux en sentant la chaleur. Ses mains minces et tremblantes ont tiré le tissu tout contre elle. Elle s'est tournée vers moi, des larmes brillant dans ses yeux bleus pâles. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» ?»« Miran » ai-je répondu, la voix brisée. Elle le répéta doucement comme si elle goûtait quelque chose de précieux. « Merci, Miran. » Puis elle fit quelque chose que je n'oublierai jamais, elle prit mes mains glacées dans les siennes, les serra une fois et plongea son regard dans le mien, longtemps, sans un mot,
juste cette compréhension silencieuse qui passe entre deux inconnus qui ne le sont soudain plus. Quand elle finit par me lâcher, elle se leva avec une nouvelle assurance et m'adressa le plus discret des sourires avant de s'éloigner, lentement avalée par la nuit, avant même que je pense à l'appeler. Je restais seul, transi de froid comme jamais, les dents claquant si fort que ma mâchoire me faisait mal, mais pour la première fois depuis que la porte s'était refermée derrière moi, la douleur dans ma poitrine sembla différente, plus légère, comme si le fait d'avoir donné la dernière chose que je possédais m'avait rendu quelque chose dont j'ignorais le manque. La chambre du motel sentait le vieux tabac froid et le détergent bon marché, j'étais resté des heures à fixer la même page Indeed, postulant à n'importe quoi au-dessus du salaire minimum, quand mon téléphone sonna avec un numéro que je ne connaissais pas, Mademoiselle Muranet. La voix d'une femme, nette, professionnelle, avec un léger accent de la côte est, ici Grace O'Neill, au nom de Madame Eleanor Callaway. Elle souhaite vous rencontrer immédiatement. J'éclatai de rire, un vrai rire, persuadé d'une blague. Qui est-ce, vraiment? 2 secondes de silence. Madame Callaway vous expliquera tout. Une voiture vous attend devant la chambre 112. Par le Judas, j'aperçus 19 BMW 760 noirs identiques alignés dans le parking fissuré comme un cortège présidentiel, la porte arrière de la première s'ouvrit toute seule. J'attrapai mes clés et sortis, toujours en jean et sweat que je portais depuis 2 jours. Elle m'attendait dans la voiture du milieu, la femme du banc, ses cheveux désormais tirés en un chignon impeccable, un manteau en laine de chameau ceinturé à la taille, des escarpins rouges captant la lumière, elle paraissait âgée de 78 ans et pourtant intemporelle. Monte, dit-elle doucement, comme si nous étions vieilles amies. La porte se referma dans un souffle, une vitre opaque se leva, et nous partîmes. 20 minutes plus tard, les grilles s'ouvrirent sur un manoir Tudor des années 1920, caché derrière des séquoias et une haie de 3 mètres dans une impasse paisible d'Atherton, j'étais passé devant cette rue 1000 fois sans savoir qu'elle existait. À l'intérieur, ça sentait le cèdre et la rose, un feu crépitait dans une cheminée de pierre assez grande pour qu'on s'y tienne debout, des baies vitrées donnaient sur un lac privé. Elle me fit asseoir sur un canapé crème qui valait sans doute plus que ma voiture, un majordome servit du thé que nous ne touchâmes pas, je m'appelle Eleanor Callaway, commença-t-elle. Mon défunt mari a fondé Callaway Commercial Realty. À sa mort, il y a 12 ans, j'ai retiré l'entreprise de la bourse et transformé les profits en fondation Callaway. Nous possédons ou finançons plus de 37 millions de mètres carrés de bureaux et de commerces à travers le pays, et distribuons environ 120 millions de dollars par an. Je la fixais, incapable d'intégrer ces chiffres. Elle se pencha, chaque veille de Noël, depuis 25 ans, je fais la même chose, je quitte le domaine habillé comme quelqu'un qui n'a rien. Pas de sécurité visible, pas de téléphone, pas d'argent. Je marche jusqu'à trouver quelqu'un qui garde un cœur, même quand il pense que personne ne regarde. La plupart du temps, je rentre déçu. Cette année, je t'ai trouvé. Elle m'expliqua qu'après mon départ, son équipe de sécurité en civil m'avait discrètement suivi pendant 48 heures, motel payé en liquide, distributeur, 50 candidatures en une soirée, pleurs sous la douche, et jamais une seule tentative de découvrir qui elle était ou de me vanter de mon geste. Tu es la première en 15 ans, dit-elle doucement, à avoir donné la seule chose qui te gardait en vie sans rien attendre en retour. Je dois savoir si c'était un accident ou qui tu es vraiment. Elle se leva, mains croisées derrière le dos, tournant vers la fenêtre. Je n'ai ni enfant ni héritier. Quand je partirai, des étrangers décideront à ma place. Je ne veux pas ça. Je veux quelqu'un qui sait ce que c'est d'être jeté dehors un soir de Noël, quelqu'un qui décidera comment aider le prochain. Puis elle se retourna, je t'offre une chambre ici, un salaire, et un apprentissage de 5 ans. Si tu es celle que je crois. La fondation sera à toi. Pas un cadeau, une responsabilité. Je parvins seulement à balbutier, pourquoi moi? Elle répondit, le regard soudain brûlant, parce que je sais exactement ce que ça fait d'être assise sur un banc glacé, sans nulle part où aller, et de choisir malgré tout la gentillesse. Mon père m'a fait la même chose quand j'avais 29 ans. Je me suis juré que si j'en avais la chance, je ne laisserais jamais quelqu'un qui a fait le bon choix rester perdu. Elle me tendit la main, alors, Muranet, tu rentres avec moi? J'emménageai dans l'aile le lundi suivant. Ma chambre était plus grande que tout le rez-de-chaussée de mes parents, avec des portes-fenêtres donnant sur une roseraie dont je sentais le parfum depuis mon lit. Grace O'Neill, grande, cheveux d'argent, pas le temps pour les bêtises, me remit un classeur en cuir aussi épais qu'un annuaire, bienvenue en enfer, dit-elle.
Le premier mois fut brutal, footing à 6 heures avec l'ancien instructeur Navy SEAL d'Eleanor, réunion de petit déjeuner à 7h30 où j'appris à lire une déclaration fiscale 990 plus vite que la plupart des experts comptables, de 9h à 18h, réunion de conseil à Sandy Road, à prendre des notes pendant que des milliardaires débattaient de métriques d'impact, soirée à disséquer 20 ans d'archives jusqu'à me brûler les yeux. Eleanor ne voulait pas d'une riche oisive jouant à la philanthrope, elle voulait quelqu'un capable de transformer chaque dollar en vie changée. Sa phrase fétiche, nous ne donnons pas de poissons. Nous n'apprenons même pas à pêcher. Nous achetons toute la rivière pour que tout le monde mange toujours. Elle m'inscrivit au programme exécutif de Stanford pour les dirigeants du secteur non lucratif, tout frais payés. 3 nuits par semaine, j'allais en cours avec des cadres 2 fois plus âgés que moi et j'apprenais à mesurer les résultats, pas les intentions. Les week-ends, visites de terrain, refuge pour femmes battues à Auckland, programme périscolaire à San José, logement pour vétérans dans la Central Valley, des mères fuyant la violence avec seulement leurs enfants et un sac poubelle de vêtements, des ados expliquant qu'un endroit sûr pour faire leurs devoirs les avait sauvés des gangs. Chaque histoire me marquait au fer rouge. À la maison, Grace m'entraînait à la gouvernance, gérer un administrateur incontrôlable, refuser un projet d'un sénateur sans perdre des fonds fédéraux, révoquer un organisme fraudeur sans crise médiatique. Je réécrivis tout le processus de subvention, formulaire plus court, décision plus rapide, visites obligatoires sous 30 jours, Eleanor annotait chaque version en rouge et m'obligeait à défendre mes choix devant le conseil. Certaines nuits, je m'endormais le visage sur un tableau Excel, certains matins, je pleurais sous la douche, me sentant une imposture. Mais je me rappelais le banc glacé. Et je continuais. En juin, un jeudi, Eleanor m'envoya « Bibliothèque ». Maintenant. Je m'attendais à une journée marathon, elle était seule, dans la lumière des vitraux, un dossier à la main. Elle le fit glisser vers moi sans s'asseoir, contrat de travail sur papier ivoire, poste de présidente directrice générale de la Fondation Callaway, rendant compte directement au conseil, c'est-à-dire à elle jusqu'à nouvel ordre, salaire de base très élevé, prise de participation dans un fonds d'environ 4 milliards, et pleine autorité sur les programmes dès la 3e année. Je levai les yeux, muette. Elle s'assit enfin, main jointe comme en prière, je ne t'ai pas choisi parce que tu as donné un manteau. Tout le monde peut être généreux 5 minutes quand une caméra peut être là. Je t'ai observé 5 mois. Je t'ai vu te battre pour un refuge pour femmes que tous les banquiers voulaient couper parce que les chiffres étaient désordonnés. Je t'ai vu écouter une fille de 17 ans à Auckland jusqu'à minuit parce qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Je t'ai vu réécrire un manuel de 70 pages parce qu'un paragraphe laissait des jeunes trans sans lit. Sa voix se brisa une seule fois. Tu as l'esprit qu'il me faut et le cœur que j'ai perdu. La fondation est à toi. Je resterai au conseil pour tenir les anciens en respect, mais désormais, la rivière t'appartient. J'essayai de parler, rien ne sortit. Elle balaya ça d'un geste, signe avant que je ne change d'avis et t'oblige à finir le module fiscal d'abord. Je ris en pleurant et je signai. Ce soir-là, nous ouvrîmes un château Margaux 1982 sur la terrasse, toutes les deux à regarder le soleil disparaître derrière les séquoias, elle leva son verre. À la fille qui avait toutes les raisons de devenir amère et qui a pourtant choisi la gentillesse. Je ai fait teinter mon verre contre le sien. Et à la femme qui a refusé de laisser une bonne action rester invisible. Nous avons bu. Pour la première fois depuis la veille de Noël, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Octobre sentait les feuilles mouillées et l'argent à San Francisco. J'étais dans mon bureau d'angle au 22e étage du 300 California Street, en train de revoir les chiffres finaux pour le 2e campus, lorsque Grace a frappé et ouvert la porte. Ta sœur et Derek Whittaker sont en bas. Sans rendez-vous. Mon estomac s'est noué comme lorsqu'au lycée Tara empruntait mes vêtements et me les rendait ruinés. J'ai demandé à la sécurité de les faire monter. Ils sont entrés en donnant l'impression d'avoir répété la scène dans l'ascenseur. Tara portait une robe bleu marine sobre au lieu de ses habituelles tenues moulantes, les cheveux en queue basse, peu de bijoux. Derek avait troqué le hoodie et les baskets de son uniforme de star tupé pour un costume bleu marine presque à sa taille. Tous deux arboraient le sourire crispé de ceux qui ont répété leurs excuses dans le miroir. Tara parla la première, voix douce, yeux brillants, Muriane, j'ai été horrible. Nous avons été horribles. Je suis tellement désolé pour tout. Pour la veille de Noël, pour ce que j'ai posté, pour tout. Derek acquiesçait avec vigueur. Nous nous marions au printemps prochain, nous essayons de faire les choses comme il faut cette fois. Je restai derrière mon bureau, mains croisées, et j'attendis. Tara inspira. Papa a des ennuis.
Des investissements ont mal tourné. Lui et maman pourraient perdre la maison. Et la nouvelle entreprise de Derek, l'IA pour les soins aux personnes âgées, n'a besoin que de 2 millions pour boucler le tour de table. Nous ne demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Je haussai un sourcil. Quelle partie est une question de vie ou de mort, l'hypothèque de papa ou votre valorisation? Derek força un rire. Écoute, je comprends. T'es devenu quelqu'un d'important, mais le sang, c'est le sang, non? 2 millions, c'est rien pour la fondation. Je me renversai dans mon fauteuil. Et qu'est-il arrivé aux 38 millions du fonds fiduciaire que vous avez pris en décembre dernier? Le masque de Tara vacilla. On a diversifié. Crypto, NFT. Quelques deals gérés par les amis de Derek. Ça devait faire x10. Puis FTX s'est effondré. Luna a chuté à 0 et la majorité a disparu. Derek s'empressa, crise du marché. Ça arrive à tout le monde. Même Sequoia a perdu des milliards. On a juste besoin d'un pont. J'ouvris le dossier que Grace avait déposé sur mon bureau, capture d'écran, relevé bancaire, un article de Forbes intitulé « La famille brûle son héritage dans les Meumecoins ». Je leur tournai le dossier. 87% envolé en 11 mois. Vous avez acheté une Lamborghini chacun, versé un acompte sur un condo à Miami et payé des influenceurs pour promouvoir des shitcoins. Ce n'est pas une crise. C'est un incendie criminel. Le masque de Tara tomba. Tu vas sérieusement rester dans ton bureau de luxe et laisser papa et maman finir à la rue? Je pressai l'interphone. Sécurité au 22, s'il vous plaît. Derek tenta la douceur, allez, Muriane. 2 millions, c'est de la petite monnaie ici. Tu ne le verras même pas partir. La porte s'ouvrit. 2 agents en costume entrèrent. Je me levai. Cette fondation existe pour ceux qui n'ont jamais eu de filet de sécurité. Pas pour ceux qui ont incendié le leur et veulent maintenant le mien. Vous n'aurez pas un centime. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Tara devint écarlate. Ingrat. Elle sortait déjà son téléphone, lançant l'enregistrement pendant que les agents lui prenaient les bras. Arrivés dans le hall, 3 vents de paparazzi et un blogueur local les attendaient. Quelqu'un les avait prévenus. Tara se mit en scène, larmes, tremblements, lèvres frémissantes, en criant que sa sœur sans cœur abandonnait sa propre famille. La vidéo atterrit sur TikTok en moins de 20 minutes. Légende, ma sœur milliardaire ne veut même pas aider nos parents à garder leur maison. Toxic sibling. Ça a explosé. 10 millions de vues en 6 heures. Puis Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux. D'anciens camarades ont publié des photos du lycée où Tara versait du yaourt dans mon sac. Quelqu'un a retrouvé le live Instagram de la veille de Noël où elle riait pendant que je portais ma valise dehors. Une ancienne nounou a témoigné de la façon dont Tara me fermait la porte au nez sous la pluie, pour plaisanter. Les commentaires se sont retournés. Et Family Exposed a dépassé la vidéo originale en tendance. Le pitch deck de Derek a fuité, quelqu'un à la fondation l'avait envoyé à un journaliste par erreur. L'entreprise d'IA était 90% du vent et 10% un projet dans le garage de son cousin. Les investisseurs ont disparu. La wedding planée de Tara a annulé, elle n'avait jamais payé la compte. Leur annonce de fiançailles a été pulvérisée en commentaires négatifs. Je n'ai jamais posté un seul mot. À minuit, la vidéo était limitée d'âge pour harcèlement. Le blogueur a présenté des excuses rampantes, et la moitié des abonnés de Tara s'étaient volatilisés. Grace m'a servi un doigt de scotch quand je suis rentré à Atherton ce soir-là. La justice poétique a meilleur goût quand tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt, dit-elle. Je levai mon verre vers la fenêtre sombre. Non, répondis-je. Ça a le goût de la fin. Novembre apporta un brouillard froid qui ne se levait jamais. La nouvelle est tombée un mardi, Pacific Crest Capital s'effondre, un schéma Ponzi à 4,2 milliards se délite. Papa avait déplacé chaque dernier dollar, refinancement de l'hypothèque, ligne de crédit sur la maison, même les bijoux de maman dans le fond, 6 mois plus tôt, parce que les 18% garantis allaient nous remettre sur pied. Le FBI a perquisitionné les bureaux à Newport Beach la même semaine. Le fondateur était déjà sur un yacht au large de Cabo. 30 jours plus tard, l'avis de saisie était sur la porte du manoir de Hillsborough. Aucun acheteur à l'enchère. La banque a repris le titre. Richard,
Margaret et Tara ont emménagé dans un 2 pièces au-dessus d'un salon de manucure sur Story Road, à East San José. Loyer, $2 900 par mois, tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Après la faillite, les cartes de crédit de Tara étaient plafonnées à $247 000, surtout des sacs à main et du « shopping thérapeutique ». Depuis le désastre d'octobre, les agences de recouvrement appelaient sans arrêt. Ils se sont présentés à la fondation sans rendez-vous un jeudi pluvieux. La sécurité m'a appelé. J'ai dit de les laisser entrer. Papa semblait avoir pris 20 ans, cheveux totalement blancs, épaules affaissées, portant une veste de taille trop grande. Maman avait coupé ses cheveux, teintés d'un brun bon marché qui ne collait pas. Tara était sans maquillage, yeux gonflés, serrant contre elle un sac contrefait comme une bouée de sauvetage. Je les ai reçus dans une petite salle vitrée du 22e étage. Pas d'eau, pas de café. Grace attendait dehors. Papa parla le premier, voix brisée à chaque mot, « Muriane, tu es ma fille. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais qu'on ne mérite rien, mais nous n'avons nulle part où aller. Le bail se termine dans 6 semaines. Nous allons finir à la rue. » Maman fixait la table, déchirant un mouchoir en lambeaux. Tara leva enfin les yeux, rouges. « S'il te plaît. Juste de quoi repartir. Nous signerons tout. Nous ne demanderons plus jamais rien. » J'ouvris un fin dossier noir et posai 3 cartes de visite sur la table. Première carte, Marcus Chen, planificateur financier spécialisé en reconstruction post-faillite. Deuxième, programme de littératie financière et gestion de dette, 8 semaines gratuites, financé par la Fondation, au centre communautaire d'East San José. Troisième, ligne d'assistance de la NAMI Californie et une thérapeute à tarif adaptable. Je poussai les cartes vers eux. Ceci est ce que la Fondation Callaway peut offrir aux inconnus qui ont tout perdu sans faute de leur part, dis-je d'une voix posée. C'est la même aide que nous offrons à quiconque franchit ces portes, fauché et terrifié. La main de papa trembla en s'approchant des cartes, puis s'arrêta à mi-chemin. C'est tout. Après 32 ans, c'est tout ce que tu offres à ton propre père? Je me levai. Tu as eu des choix. Tu as choisi de réécrire le trust. Tu as choisi de courir après des rendements trop beaux pour être vrais. Tu as choisi de te taire pendant que Tara m'humiliait pour s'amuser. Ce sont tes décisions, pas les miennes. Maman m'a enfin regardé, les larmes coulant sans retenue. Nous avions tort. Nous sommes tellement désolés. Je soutins son regard pour la première fois depuis presque 2 ans. Je crois que tu es désolé maintenant, dis-je. Mais le regret ne reconstruit pas une vie. Le travail, si. Le courage, si. Assumer, si. Tara éclata en sanglots, bruyants et désordonnés. Tu prends plaisir à ça. Tu veux qu'on souffre. J'ouvris la porte. Non, répondis-je. Je refuse simplement de payer pour ta souffrance désormais. On les escorta dehors. Papa ne se retourna jamais. Maman murmura une dernière fois, je suis désolé. Dès que les portes de l'ascenseur se refermèrent, Tara continua de pleurer jusqu'au hall. Grace me tendit un mouchoir dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Ils vont s'en sortir, murmura-t-elle. Quand on touche le fond, soit on y reste, soit on commence à remonter. Tu viens de leur donner la seule échelle qu'il nous soit permis d'offrir. J'acquiesçai, regardant la pluie tracer des lignes sur les vitres. Pour la première fois, la douleur dans ma poitrine avait disparu. Pas remplacée par de la joie, mais par de l'espace. De l'air pour respirer. Le ciel au-dessus d'East Palo Alto avait la couleur de l'acier un jour d'inauguration. Second homme se dressait comme une promesse tenue, 4 étages de verre et de séquoia enserrant une cour où des enfants couraient déjà entre des jardinières de romarin et de choucals. 3000 personnes remplissaient la place des familles qui allaient vivre ici, des donateurs, des membres du conseil municipal, toutes les grandes chaînes, même le gouverneur venu couper le ruban. Je me tenais en coulisses, dans un simple tailleur noir, le cœur battant plus fort que la fanfare. Gray me serra la main une fois. Elle est l'année, élégante en blanc d'hiver, m'adressa un discret signe de tête depuis le premier rang. C'était le projet pour lequel j'avais saigné, 200 appartements de soutien permanent, une clinique médicale sur place, un centre de formation professionnelle, une école maternelle, une ferme sur le toit, et une politique claire, personne ne serait jamais refusé faute de papier. Le maire termina son discours. La foule rugit quand on prononça mon nom. J'avançai jusqu'au pupitre.
Le micro semblait plus lourd que n'importe quel document fiduciaire que j'avais signé. Je regardais cette mer de visages. Tout au fond, presque caché derrière une colonne, se tenaient Richard, Margaret et Tara. Papa portait un vieux caban bleu marine trop grand pour lui. Maman serrait un gobelet de café comme s'il pouvait s'évaporer. Tara avait coupé ses cheveux courts et paraissait étrangement petite sans son armure de marque de luxe. Je laissai 3 secondes de silence parfait. Il y a un an, jour pour jour, commençai-je d'une voix posée, j'ai été expulsé de la seule maison que j'avais jamais connue, avec une valise et nulle part où aller. Cette nuit-là, j'ai appris ce que ça fait quand ceux qui sont censés vous rattraper vous laissent tomber. Un frémissement parcourut la foule. Les caméras au Homer. J'ai aussi appris quelque chose assise sur un banc glacé. La vraie famille, ce n'est pas l'ADN. La vraie famille, c'est l'inconnu qui choisit de vous voir quand vous êtes invisible. C'est la main qui se tend quand vous n'avez plus rien à offrir en retour. Je me tournai et désignai le bâtiment derrière moi. Voici Second Home. Ici, 200 familles ne dormiront plus jamais dans leur voiture parce qu'un propriétaire a augmenté le loyer. Des enfants ne feront plus leurs devoirs sur une banquette arrière parce que les lumières ont été coupées. Et chaque personne qui franchira ces portes entendra les mêmes mots que j'avais besoin d'entendre ce soir-là de Noël, vous n'êtes pas jetable. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes chez vous. Les applaudissements commencèrent doucement puis explosèrent. Les gens se levèrent. Les téléphones s'élevèrent comme une vague de lumière. J'attendis que ça retombe, puis repris, plus bas, assez pour que chaque micro tende l'oreille. Ce soir, nous ouvrons ces portes pour tous ceux à qui l'on a dit qu'ils n'avaient pas leur place. Surtout pour ceux à qui l'on a dit cela par ceux qui étaient censés les aimer le plus. Fixant droit de l'autre côté de la place, je regardais les 3 silhouettes au fond. Les épaules de papa tremblaient. Maman se couvrit la bouche. Tara fixait le sol. Je ne souris pas. Je ne fronçais pas les sourcils. Je soutins simplement leur regard une seconde de plus que le confort ne le permettait. Puis je quittai le podium. Le gouverneur coupa le ruban. La fanfare éclata. Des enfants accoururent avec des fleurs. Les journalistes crièrent des questions que j'ignorais. Je descendis les marches parmi la foule qui s'ouvrait comme l'eau et me dirigeai vers l'entrée principale. Richard voulut avancer. Muran. Je continuai. Ni vite, ni lentement, droit devant. Maman tendit une main qui ne me toucha jamais. Tara ouvrit la bouche, la referma, et pour la première fois de sa vie ne dit rien. Je passai à moins d'1 mètre 2 sans ralentir. Les immenses portes en séquoia de Second Home s'ouvrirent automatiquement à mon approche. Une lumière chaude se répandit sur le béton. Je franchis le seuil. Les portes se refermèrent derrière moi dans un souffle final. Je ne me retournai pas. Non pas reine. Non pour prouver quelque chose. Mais parce que j'avais enfin compris, pardonner ne veut pas dire rouvrir la porte qui vous a blessé. Parfois, cela veut simplement dire en franchir une nouvelle et laisser l'ancienne fermée. À l'intérieur, un petit garçon en veste Spider-Man tira sur ma manche. « C'est vous la dame qui a construit cet endroit ?» demanda-t-il. Je m'agenouillai pour être à sa hauteur. « Je suis l'une d'entre elles », répondis-je. Il me tendit un pissenlit cueilli dans la cour. « Pour vous, parce que vous nous avez donné une maison. » Je pris la fleur et, pour la première fois depuis longtemps, je souris pour de vrai. Dehors, la fête continuait. À l'intérieur de Second Home, l'avenir commençait.